Et si demain, je me réveillais et que toute la force que j'ai construite depuis des années avait disparu? Plus de front lever, plus de handstand, plus de handstand push-up, plus de 90 degrés push-up, plus de physique, plus rien. Juste mon corps au niveau zéro. Mais avec une seule différence. J'ai encore toutes mes connaissances, toute mon expérience et tous les enseignements que j'ai tirés de mes erreurs. Qu'est-ce que je ferais? Comment je reconstruirais un physique athlétique du niveau zéro jusqu'aux figures avancées? Qu'est-ce que je referais exactement et qu'est-ce que je ne referai plus jamais? Dans cet épisode, je te partage ce que je ferais étape par étape si je devais recommencer la calisthénie à zéro, avec la tête d'aujourd'hui, mais le corps d'un débutant. Je suis Damien, coach en calisthénie. Ma mission, t'aider à devenir athlétique, à prendre du muscle uniquement au poids du corps et à maîtriser aussi bien les bases que tes premières figures. Et si tu veux que je t'aide personnellement à démarrer, à corriger ta technique ou à débloquer une figure qui te résiste, tu peux réserver un appel gratuit avec moi. Pendant cet appel, je t'analyse, je te guide et je te donne un vrai plan pour progresser, que tu sois débutant ou déjà intermédiaire. Le lien est dans la description. Bonjour à tous les amis, je ne vous cache pas que j'ai failli oublier de tourner ce podcast. Oui, j'ai failli oublier. En fait, si vous voulez, pour le contexte, j'ai déjà pas encore l'habitude de tourner des podcasts. Je crois qu'on est au 6e épisode, si je dis pas de bêtises. Et j'essaye d'instaurer la routine de tourner le podcast le vendredi, faire vite fait le montage, même s'il n'y a pas du tout de montage, mais c'est juste le réécouter, voir qu'il n'y ait pas de bug au niveau du son et tout. Bref, le petit montage vite fait. Le programmer pour le samedi matin, 9h. Et ce matin, sauf avant tout, que ces podcasts, j'essaye de les préparer un minimum. Donc, savoir de quoi je vais parler. Ensuite, préparer un petit peu mon texte, entre guillemets. Donc, faire juste une sorte de bullet point pour ne rien oublier et être sûr que je dis bien tout ce que j'ai envie de dire. Donc ça, j'ai fait généralement avant le vendredi. Comme ça, j'arrive le vendredi, j'ai plus qu'à tourner tout simplement. Et ce matin, donc là, on est le vendredi 28 novembre. Ce matin, je vais courir. Tranquillement, j'écoute un petit podcast, donc c'était un podcast c'était Endorphine par Running Addict, voilà, donc je faisais ma petite course à pied, j'écoutais le podcast, et puis d'un coup j'ai une lueur, une espèce d'étincelle qui se passe dans mon cerveau, je me dis putain, j'ai complètement oublié de préparer l'épisode de podcast, et donc il faut savoir que tous les soirs en fait, je note dans mon agenda les tâches que j'ai à faire le lendemain, et j'avais noté pour aujourd'hui toutes les tâches que je voulais faire, sauf le podcast. Donc si j'avais pas eu cette lueur, j'aurais complètement zappé de faire ce podcast. Donc là, c'est vraiment important que je continue à renforcer cette routine et à ne pas oublier, à me discipliner tout simplement, même si j'ai pas trop envie de le faire. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais on sait jamais. Parce que sinon, ça va être très rapide et très facile d'oublier, comme ce matin, j'ai failli zapper de tourner le podcast. Mais pas d'inquiétude, on est là. J'ai eu le temps de préparer mon petit sujet, j'ai eu le temps de le trouver. Et c'est pareil, le sujet, je l'ai trouvé assez rapidement. Je me suis dit, tiens, ça peut être vraiment intéressant parce que je vais vous parler de moi, de toutes les erreurs un peu que j'ai fait quand j'ai commencé la calisthénie, vu que mon rôle, c'est d'aider les débutants à commencer ce merveilleux sport, et du coup, je vais lister un petit peu les choses que j'ai faites qui n'étaient pas bonnes et des choses que je ferai absolument et que j'ai oublié de faire, moi, à mon niveau, qui sont des erreurs, du coup. Donc, voilà. Mais avant ça, évidemment, je vais vous parler un petit peu de cette petite semaine, même s'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Comme vous le savez, du coup, j'ai attaqué un nouveau coaching pour travailler sur ma planche, parce que ça fait un petit moment que je stagne dessus pour diverses raisons que j'évoquerai dans une future vidéo qui sortira dans un petit moment. Elle sortira pas maintenant, mais elle sortira dans un moment. Et cette semaine, ça y est, c'était officiel. On a attaqué du coup à partir de lundi. Donc lundi, mardi, j'ai fait mes séances tests où je me suis donné vraiment à 100%. Et autant vous dire que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas donné à 100%. Il y a quelques exercices où j'aurais pu donner plus, mais c'était pas le cas. Donc c'est pas très très grave. C'était surtout au niveau du front lever où je me suis pas donné à fond. Mais sinon, sur tout ce qui était la planche, je me suis bien donné à fond. Et du coup, j'ai pu vraiment voir quel était mon niveau à l'instant T, à ce moment-là, tout simplement. Je me répète un petit peu, mais je pense que vous comprenez. J'ai ensuite, suite à des analyses de mon coach, j'ai compris énormément d'erreurs que je faisais sur cette planche, justement, des erreurs d'engagement musculaire, des erreurs de placement, des erreurs d'intention, finalement. Donc, j'ai déjà bien avancé, même si en termes de, en termes de hold, je tiens pas à plus de secondes pour le moment. En même temps, j'ai commencé que lundi, mais j'ai compris des
erreurs que je faisais, des erreurs d'intention, et bah du coup je suis en train de petit à petit les corriger et je sens déjà les bénéfices entre guillemets. Bref, pour l'instant c'est que le début, mais je suis super content pour l'instant parce que bah, ça se passe trop bien. Hier, c'était du coup la première séance officielle. Donc lundi, mardi, c'était les tests, après le jour de repos. Et hier, du coup, c'était la première séance officielle, une séance extrêmement intense avec des nouveaux exercices que je ne vais pas vous évoquer ici parce que, comme je le dis, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et surtout, bah, je ne sais pas si je peux parler de tous les exercices étant donné que c'est le fruit du travail de mon coach. Donc je lui en ai pas parlé encore. Donc c'est pour ça que je ne vais pas spoil. Je ne sais pas s'il est d'accord ou pas pour que j'en parle. Bref. C'était une séance intense, très content de ce que j'ai pu fournir, même si je pense que j'aurais pu fournir un peu plus, mais on fera mieux dimanche, parce que du coup, bah, dimanche, je me rentraînerai. Là, j'ai une autre séance aujourd'hui, bref, tout plein de séances, là, c'est trop cool, je suis trop motivé. Vous voyez, je vous parlais la semaine dernière de motivation versus discipline, et ben là, j'ai vu que j'attaque une nouvelle programmation, bah, je suis trop motivé à 100%. En plus de ça, au niveau des runs, bah, tout se passe bien, vous savez, hein, comme je vous l'ai dit, je prépare le marathon de Paris pour le 12 avril 2026. J'ai commencé la prépa il y a déjà 4 ou 5 semaines, 6 semaines peut-être, je ne me rappelle plus. Donc j'ai à peu près 6 mois de préparation au total. Et bah, du coup, mercredi... Non, c'était hier, je suis bête. C'était jeudi, du coup, hier. J'ai fait une séance fractionnée qui était assez intense avec des sprints Enfin, c'est de l'allure très rapide, de 20 secondes. Après, c'était des 30 secondes avec un petit peu de temps de repos entre les deux. Bref, j'ai fait ça 6-7 fois et ça a été nickel. J'ai battu un peu mon record, entre guillemets, d'allure. Je sais plus à combien j'étais. Je crois que j'étais à 2,40. Ouais, c'est ça. Je crois que j'étais à 2 minutes 40 par kilomètre, il me semble. Donc, vraiment très cool. C'est une allure que bah, je n'avais pas cherché depuis longtemps. Donc, très content. Voilà. Tout se passe bien au niveau du sport. Au niveau de l'alimentation, j'ai fait quelques ajustements et ça fera l'objet justement d'un podcast dans le futur. Pas tout de suite, mais dans le futur, quand vraiment j'aurai mis toutes les choses à plat. Mais j'ai fait des ajustements dans mon alimentation. Donc, je dirais que 80% de mon alimentation était clean et 20% c'était un petit peu d'aliments transformés, un petit peu de sucreries, un petit peu de chocolat, un petit peu voilà, de saleté entre guillemets. Et en fait, j'avais des grosses pertes d'énergie, des gros coups de barre, surtout l'après-midi en fait, et malgré un sommeil qui n'était pas dégueulasse. Donc je me suis dit sûrement que ça vient de mon alimentation. Donc là, on va dire que mon alimentation, elle est plutôt 95% clean et 5% d'aliments transformés. Et mon but, c'est vraiment de me diriger à 100% clean, tout en prenant évidemment du plaisir, parce que je considère que si on ne prend pas de plaisir en mangeant clean, ça veut dire qu'on mange juste des aliments qu'on n'aime pas et que bah faut tester. Il y a tellement d'aliments que la nature nous offre que c'est quasi impossible de ne pas aimer ce qu'on mange. Donc c'est pour ça, faites des tests, faites des tests de mélange d'aliments, de sauces, d'épices, bref. Tester différentes choses et je suis sûr que vous allez trouver un peu votre compte. On n'est pas obligé de se péter le bide dans des fast-food ou avec des sucreries, des Kinder et tout pour prendre du plaisir à manger. Non, on peut très bien prendre du plaisir en mangeant des légumes, de la viande, des lentilles, du riz, bref, à condition de cuisiner comme il faut. Bref les amis, voilà, c'était un petit peu ma semaine, ce qui s'est passé tranquille. C'était assez tranquille en vérité cette semaine. Je suis assez content parce que je suis dans une bonne énergie en ce moment. Et c'est trop cool, en fait. C'est trop cool. Et ça commence à... Les fruits de la petite graine de l'arbre que j'ai planté il y a pas longtemps commencent à mûrir un petit peu et ça fait plaisir. Je sais pas du tout si mon analogie, elle était bonne, mais bon, bref. Vous savez, à la fin de ce podcast, du coup, je ferai une recommandation. Et cette recommandation, c'est quelque chose qui m'a... J'allais dire changer la vie. Est-ce que réellement ça m'a changé la vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc, je vous en parlerai du coup à la fin de ce podcast. Mais avant cette recommandation, on passe au gros du podcast. On passe au sujet du jour, à savoir si je recommence la calisthénie de zéro, comment je m'y prendrais en sachant que je garde toutes mes connaissances. Ok. Donc j'ai listé 10 choses que je ferais. En vérité, on peut en trouver beaucoup plus, hein, évidemment. Je me suis dit, je vais lister les 10 principales parce que sinon, on va y passer carrément 2 heures. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'y passer 45 minutes, 1 heure. J'aime bien. Parce qu'après plus d'1 heure, je trouve que ça fait long. Même si pour vous, vous pouvez l'entrecouper et l'écouter en plusieurs fois sur la semaine. Mais c'est pour moi, en fait, parler plus d'1 heure, je remarque que c'est assez long. Et surtout que j'ai pas forcément 1 heure devant moi. Donc...
On va essayer de se dépêcher, mais on va pas bâcler du coup ce podcast. Bref, je tourne un peu autour du pot. On commence du coup. Si je devais recommencer la calisthénie de zéro, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, la première chose que je ferais, c'est je travaillerais les bases, mais pas pendant des mois. Les bases, c'est quoi? Déjà, quand je parle de calisthénie, moi, j'évoque évidemment les figures. J'ai les figures de force, d'accord? Les figures statiques, même s'il y a des figures dynamiques évidemment dedans, mais c'est tout ce qui est handstand push-up, front lever touch, planche, maltaise. Qu'est-ce que j'oublie? 90 degrés push-up, le drapeau, bref, vous avez compris. Les figures de calisthénie. Quand je parle calisthénie, j'évoque ça, ok? Qu'est-ce que je veux dire par je travaillerai les bases? Les bases, c'est traction, dips, pompe, peut-être les squats aussi si ça vous intéresse, muscle up. Voilà, pour moi, ça, c'est les bases. Vraiment, les trucs à minimum savoir-faire, c'est bien, quoi. C'est très, très bien. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de coachs, beaucoup d'athlètes, beaucoup de gens qui conseillent de travailler les bases pendant 6 mois, 1 an, histoire de se renforcer les muscles, se renforcer les tendons, se renforcer tout court. Et en vérité, ils n'ont pas totalement tort. Sauf que j'estime si ton but réellement c'est de maîtriser des figures, alors ne passe pas des mois et des mois et des mois et des mois à perdre du temps entre guillemets sur les bases. Tout simplement parce que si tu veux attaquer les figures, je prends l'exemple du front lever. Le front lever, quand tu commences à travailler le front lever, ça ne veut pas dire que tu vas faire des full front lever dès le début. Non. Ça veut dire que tu vas faire des exercices dans une démarche de prendre de la force pour tenir ton front lever. Ok? Donc, tu vas commencer, par exemple, imagine que tu as un niveau 0, tu vas commencer en tuck front lever, par exemple. Vraiment en tuck, et tu vas essayer de tenir 3-4 secondes. Et bien, avec cet exercice, tu commences déjà à travailler ton front lever. Si vraiment tu n'arrives pas à tenir le tuck front lever, là tu vas continuer à travailler les tractions. Mais je considère qu'à partir du moment où tu arrives à faire 5-6 tractions, je pense que tu es capable de faire un tuck front lever. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a sûrement un mauvais placement et une mauvaise intention. Mais je suis quasi sûr que tout le monde qui a 5-6 tractions peut tenir une tuck front lever. Je prends l'exemple d'un de mes élèves qui, lui, on ne travaille pas du tout les tractions. Tout simplement parce qu'il n'a pas de quoi de faire les tractions. Il peut seulement faire des tractions australiennes. Et la dernière fois il avait testé de faire des tractions, c'était il y a 1 mois à peu près, peut-être même un peu moins. Et il m'a dit qu'il arrivait à faire 3 tractions et la 3e était extrêmement dure à monter. Donc 3 tractions, ok, il ne s'est pas filmé, donc j'ai pas vu la forme de ces tractions. Mais du coup là on pourrait se dire, ok, avant de travailler le front lever, il faut qu'il renforce ses tractions. Et en soi, c'est pas bête, mais il ne peut pas travailler ses tractions parce qu'il n'a pas de barre chez lui, il n'a pas forcément un parc qui est à côté de chez lui, en plus il fait froid, il pleut tout le temps, donc il n'a pas forcément envie de s'entraîner dans ces conditions-là, donc il s'entraîne de chez lui. Il veut le front lever, du coup on a commencé à travailler le front lever, et là actuellement il est pas loin de l'advanced tuck front lever, donc la première étape de l'advanced tuck. Donc il tient plus de 10 secondes en tuck et il arrive à tenir une advanced tuck un petit peu bas de forme, 5-6 secondes à peu près. Donc non, il n'a pas besoin de maîtriser les tractions pour pouvoir commencer l'entraînement du front lever. Et je parle bien de commencer, ok? C'est très bien de vouloir maîtriser les bases pour se renforcer, ok? Mais il ne faut pas oublier que si vous faites les choses comme il faut pour apprendre les figures, que ça soit le front lever, le handstand, les handstand push-up, bref, n'importe quelle figure, si vous y allez progressivement, que vous y allez, je ne vais pas dire étape par étape, vous comprendrez après, mais si vous y allez doucement, progressivement, que vous faites les choses dans l'ordre, il n'y a aucune raison que vous vous blessez parce que tout simplement, quand vous allez faire des tuck front lever, vous allez vous renforcer spécifiquement pour le front lever. Et encore, la spécificité, elle est quand même un petit peu éloignée parce que l'angle quand on est en tuck front lever avec le full front lever est très différent, mais vous vous renforcerez. Et ça sera du, entre guillemets, renfort. En fait, tous les exos que vous faites, c'est quasi du renfort à chaque fois parce que vous faites les exercices pour entraîner vos figures dans une optique de vous renforcer pour la figure, pour devenir plus fort. Donc, tous les exos que vous faites,
c'est dur info. Mais par contre, oui, si vraiment vous êtes au stade 0, que vous faites 50 kilos, que vous n'avez pas de muscle, aucune force, que vous ne savez même pas faire une traction, oui, il a passé quelques semaines à juste apprendre les bases, savoir faire quelques tractions, quelques dips, quelques pompes. Au moins, vous aurez déjà une certaine base, une certaine force musculaire pour là attaquer les premières étapes des figures. Ok ? Mais n'attendez pas d'avoir 20 tractions, 30 dips, 50 pompes d'affilée. Non, vous pouvez attaquer bien plus tôt. Ok ? J'ai l'impression que je suis resté très longtemps sur ce point, mais c'est vraiment très important. Après, si vous voulez quand même, malgré ce que je dis, prendre le temps, faites. Il n'y a pas, comment dire, tout dépend de ce que vous voulez. Je ne dis pas que le but c'est d'aller le plus vite possible. Je vais en parler justement dans une des prochaines erreurs après, mais il faut faire les choses qui soient alignées avec ce que vous voulez vraiment. Voilà, tout simplement. Ensuite, deuxième point, il rejoint directement le premier point, c'est j'intégrerai les figures progressivement sans attendre d'être, entre guillemets, prêt. Donc là, j'avais parlé des bases, mais maintenant, je vais parler des figures en tant que telles, et je vais prendre mon exemple à moi. J'ai débloqué mon front lever en quelques mois à peine, je crois entre 3 et 4 mois, je crois que j'ai débloqué mon front lever, je ne me rappelle plus. Bref, j'ai débloqué mon front lever en quelques mois. Et mon objectif, moi, c'était pas réellement de faire du front lever classique, le front lever hold classique, mais plutôt le front lever touch. C'est vraiment le front lever touch qui m'attirait à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, ok, front lever touch, c'est une variante de front lever. Donc, pour commencer le travail du front lever touch, je dois avoir un front lever de baiser. Je dois être super fort en front lever. Et donc là, mon objectif, c'était de tenir plus de 10 secondes en front lever avant d'attaquer un seul exercice qui travaillerait le front lever touch. Et du coup, je me suis buté pendant des mois et des mois et des mois pour passer de 5 à 10 secondes de front lever. Pourquoi je dis des mois et des mois ? Parce que déjà, je m'entraînais hyper mal à ce moment-là. Je n'avais pas forcément de prog bien adapté pour augmenter mon temps en front lever. Et du coup, je m'entraînais très très mal, pas très régulièrement, parce que j'étais en voyage en plus de ça. Enfin bref, les conditions n'étaient vraiment pas réunies. Mais du coup, quand j'ai voulu attaquer le front lever touch, quand j'avais mes plus de 10 secondes de front lever hold, je me suis dit, là, je peux attaquer mon front lever touch. J'ai attaqué avec quoi ? Avec un tuck touch. Ça veut dire que j'étais en touch, mais les genoux, ils étaient quasi en train de toucher ma poitrine parce que je les remettais vers moi. Alors, évidemment, ça ne touchait pas parce que c'est pas possible avec la barre, mais en gros, je n'arrivais pas à me mettre en advanced tuck. Et je suis quasiment sûr que si j'avais commencé le travail du front lever touch, quand j'avais débloqué mon front lever de 5 secondes, de 3-4 secondes même, j'aurais eu la même force sur cet angle-là. Pourquoi ? Parce que le front lever touch, certes, c'est une variante entre guillemets du front lever, mais c'est une figure à part. Les muscles engagés ne sont pas les mêmes, l'angle articulaire n'est pas du tout le même, c'est une figure qui, limite, n'a rien à voir. Donc du coup, j'aurais pu la travailler en parallèle de mon front lever. Et du coup, j'ai perdu du temps. Et j'ai fait ça à chaque fois. Excusez-moi. J'ai fait ça à chaque fois. Avant d'attaquer le travail de la planche, j'ai attendu de maîtriser 10 handstand push-up. Alors que les handstand push-up et la planche, ça n'a rien à voir. Oui, ça travaille les épaules, mais c'est pas du tout le même mouvement. Alors que j'aurais pu attaquer par des tuck planches, par exemple. C'est déjà un peu plus spécifique. Mais non, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, j'intégrerai les figures progressivement sans attendre d'être prêt, entre guillemets. Et je dis bien progressivement, ça veut dire que j'y vais petit à petit. Ok ? J'y vais pas d'un coup. J'attaque pas direct en mettant des gros élastiques et je fais des full planches alors que je ne sais même pas faire la tuck. Pas du tout. Mais j'y vais petit à petit. Ok ? Troisième point, je travaillerai, et celui-là il est très très important surtout pour moi, je travaillerai ma mobilité dès le premier jour. Alors ça, c'est une erreur que j'ai faite jusqu'à très 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 récemment. Jusqu'à il y a 3 mois, je dirais. Je ne travaillais pas ma mobilité. Du moins, je la travaillais, mais pas du tout régulièrement. Ça fait à peu près 7-8 mois que je me dis qu'il faut que je fasse ma mobilité, tout simplement, que je devienne plus mobile, que j'ai des angles articulaires plus grands, je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, voilà, que j'ai une meilleure ouverture d'épaule, que j'ai une meilleure compression au niveau des ischios, que j'ai un meilleur écart, etc., etc. Mais sauf que je ne la travaillais pas du tout parce que ça me faisait chier à l'époque, je vais être complètement sincère avec vous. Je n'aimais pas ça, maintenant j'aime bien, mais avant j'aimais pas du tout. Et du coup,
J'ai énormément galéré à avoir un handstand droit et même encore aujourd'hui, mon handstand n'est pas parfait à cause justement de cette mobilité d'épaule qui n'est pas bien. Euh, Par exemple, je galère un petit peu sur le handstand press parce que j'ai une très mauvaise compression. J'ai une très mauvaise compression au niveau des ischios. Donc du coup, j'ai vraiment du mal et ça me demande vraiment d'être frais et d'être à 100% au niveau de ma force pour réussir à passer une handstand press en full ou en straddle. Donc ça c'est un problème parce que moi j'aimerais bien maîtriser ça. C'est un move qui est beau et du coup j'aimerais beaucoup le maîtriser. Quand j'ai un écart vraiment tout pourri et quand j'écarte les jambes, on dirait que je force pas du tout. On dirait que je les écarte à peine, mais non, je suis vraiment en train d'écarter au max. Et par exemple, ça me bloque un petit peu. C'est pas vraiment que ça bloque, mais ça me freine un petit peu dans l'apprentissage du one arm handstand. Et oui, parce que plus vous avez un grand écart qui est grand du coup, plus vous êtes facilité entre guillemets sur votre one arm handstand. Moi, c'est pas le cas, donc du coup, je suis limite en full en fait. Bon, évidemment, je suis pas en full, mais vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour les poignets, si vous avez une mobilité de poignet complètement catastrophique, pour travailler la planche qui demande quand même une mobilité de poignet assez conséquente pour éviter de se faire mal et de se blesser tout simplement, ça peut vite devenir un facteur limitant. Alors je suis désolé, il y a un peu des voitures qui passent, un tracteur et un camion, donc j'espère que ça n'a pas trop fait de bruit au niveau du micro. Bref, une figure que j'aimerais beaucoup avoir, c'est le V-sit. V-sit, je trouve ça beau en vrai. Mais du coup, j'ai pas assez de compression au niveau de mes jambes. Donc du coup, je travaille ça maintenant depuis 3 mois seulement. J'ai quand même bien progressé dessus, je vous avoue. Mais sinon, avant, je ne travaillais pas du tout. Et c'est ce que je vous conseille de faire si vous attaquez la calisthénie. Intégrez rapidement des exercices pour travailler votre mobilité afin d'éviter que ça freine votre progression. Vraiment, c'est hyper important. Minimum, je dirais, poignet, épaule et votre compression. Voilà, ça, c'est vraiment le minimum. Après, vous adaptez selon votre niveau de base. Moi, il faut savoir que mon niveau de base, il est éclaté parce que je suis quelqu'un qui est très raide de base. Et du coup, je pars de loin. Mais je suis confiant sur là où je peux arriver. Donc, c'est vraiment trop bien. Voilà, faites de la mobilité, c'est super important. 4. Et ça, pareil, jusqu'avant que je prenne du coup mon nouveau coaching, là, que je vous parlais en introduction de ce podcast. Je n'idéaliserai plus les figures. Justement, avant que je prenne mon coaching que je vous expliquais, j'idéalisais la planche. En gros, pour moi, la planche, c'était une figure de fou. C'était une figure hyper dure. Vraiment, quand tu maîtrises la planche, c'est vraiment que tu es bon. C'est vraiment que tu as un gros niveau. Tu commences à rentrer dans le game et tout. Et en fait, non. En fait, non. Parce qu'à force de me dire ça, quand j'arrivais dans ma séance et que du coup, je m'entraînais, je me disais quoi? Je me disais, putain, là, je travaille à la planche, c'est dur, mais il faut que je donne tout, mais ça reste quand même une figure qui est dure. Du coup, en fait, je me bridais, j'avais peur, j'avais de l'appréhension. Inconsciemment, évidemment. Je me disais pas, putain, j'ai peur de faire ma planche. Non, mais en me disant que la planche, elle est dure, en voyant la planche comme quelque chose d'inaccessible, forcément, je me bridais et je rendais la figure inaccessible. Et c'est une des raisons de pourquoi j'ai stagné pendant des mois et des mois sur ce mouvement. C'est parce que j'idéalisais le mouvement. Alors que la full planche, en vérité, ça va peut-être en faire rire plus d'un, mais en vérité, quand tu prends énormément de recul sur la planche, oui, c'est un mouvement qui est dur, parce que ça demande du travail, mais au final, c'est quoi? C'est juste, tu tiens sur les mains, tu lèves les pieds, voilà. T'es en full planche. Évidemment, ça demande beaucoup plus que ça. Et tous ceux là qui m'écoutent et qui ont une full planche vont me dire non mais mec, tu comprends pas. Non mais je comprends tout à fait. Je suis pas en train de dire que la full planche c'est juste de l'équilibre. Mais il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme quelque chose de... C'est simple, c'est juste... C'est comme un handstand, sauf que au lieu d'être vertical, t'es horizontal. C'est exactement pareil. Sauf que le travail est différent dessus. D'accord? C'est un travail différent, mais la finalité est exactement la même. Mais c'est un travail différent. Il n'y a pas besoin d'idéaliser la figure, pas besoin d'idéaliser la maltaise. La maltaise, c'est accessible à beaucoup de monde. Mais il faut arrêter de voir ça comme une finalité, arrêter d'idéaliser et arrêter de voir ça comme un grand truc parce que, en fait, sinon tu vas te brider et ça va être trop dur pour toi de progresser dessus parce que tu vas voir ça comme le truc hyper dur. Je me rappelle, à mes débuts, je voyais le front lever. Donc, quand j'ai commencé la calisthénie, c'était pour le front lever et le front lever touch. Je ne connaissais pas du tout la full planche, je ne connaissais pas la maltaise, je ne connaissais pas le sat. J'avais quelques idées de ce que c'était un handstand push-up, mais
moi, c'était des images de front lever que j'avais vues. Et je me suis dit, le front lever, ça a l'air hyper dur, hyper dur. Et du coup, pendant un long temps, je me renforçais, je me butais aux tractions. Et on revient du coup au point précédent, aux 2 premiers points. Du coup, je me renforçais et tout, parce que je me disais, vu que c'est une figure super dure, il faut vraiment que j'arrive et que je sois en forme. Bref, le fait d'idéaliser les figures et de les voir comme impossibles ou comme hyper dures va vous faire perdre du temps, va vous faire stagner. Il faut vraiment voir la figure comme la somme de plusieurs forces simples. La planche, c'est quoi? C'est une sorte de levier. Tu mets du poids devant avec ton haut du corps pour pouvoir soulever le bas du corps. Tu forces en opposition avec ton épaule pour tout simplement maintenir la position. Et voilà. Bon, là, je parle comme si je connaissais par cœur la planche, mais non. Mais c'est en gros. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire. 5e. Je remarque que quand je parle beaucoup, j'ai beaucoup soif. 5e, et ça c'est une erreur que je suis trop content d'être sorti. Depuis que je suis sorti de ça, ma vie vraiment est beaucoup plus belle qu'avant. Et je vous invite à essayer. Je ne m'enfermerai pas dans un seul sport. Je m'enfermais. En fait, je voulais tellement progresser en calisthénie que du coup, je ne faisais que de la calisthénie. Je mangeais calisthénie, je dormais calisthénie, je dormais front lever touch, Bref, je vivais uniquement pour ça, limite. Et du coup, je m'enfermais dans cette pratique. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui, de base, adore le sport en général. Voilà, je regarde beaucoup de sport, mais peu importe le sport en fait. J'aime l'activité sportive, j'aime énormément. Et j'ai un rêve que j'ai depuis bien avant que je commence la calisthénie. Ça fait une dizaine d'années que j'ai ce rêve-là, c'est de courir un marathon. Je ne me demandais pas pourquoi j'ai ce rêve-là, je ne me souviens plus de comment c'est arrivé dans ma tête, mais je me rappelle que il y a une dizaine d'années, je me disais, waouh, un marathon, c'est trop stylé, j'aimerais bien en faire un, ça serait cool, parce que le marathon n'était pas aussi banalisé qu'à l'époque, enfin qu'il l'est maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu trop banalisé. C'est vu comme quelque chose de ok, alors qu'en vrai, c'est énorme de faire un marathon. Mais il y a 10 ans, c'était pas aussi successful, on va dire. C'était même il y a plus de 10 ans, parce que c'était avant que je commence la musculation et tout, donc c'était vraiment il y a plus de 10 ans. Et j'ai découvert la calisthénie, et j'avais toujours cette idée au fond de moi de faire le marathon, mais je me disais, mais non, mais là je peux pas, parce que je veux progresser en calisthénie, donc il faut que je fasse que de la calisthénie. Si je mets de l'énergie dans le running, dans la course à pied, c'est de l'énergie que je pourrais pas mettre en calisthénie, du coup je progresserai moins en calisthénie, et voilà, donc on fera plus tard, sauf qu'en fait, depuis que je me suis sorti les doigts du cul, et je vous donnerai la raison exacte dans un futur podcast de pourquoi j'ai fait le marathon maintenant et pas plus tard et pas avant. Je vous expliquerai tout ça. Mais en gros, je me suis sorti les doigts du cul. Je me suis inscrit au marathon de Paris du coup l'année dernière. Il y a 6 mois, parce que c'était en avril 2025 que je me suis inscrit. Et voilà. Et maintenant, j'ai pas le choix. Et je le fais. Et depuis que je m'entraîne pour le marathon, là j'ai couru le semi-marathon de Running Lyon. C'était en octobre. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. Parce que du coup, tous mes apprentissages que j'apprends en course à pied, je peux les répliquer en calisthénie. Et ce que j'apprends en calisthénie, je peux y répliquer en course à pied. Donc évidemment, c'est des sports complètement différents. Mais tous les chemins mentaux, les chemins, on va dire, ouais, tout ce que j'apprends en fait. Et surtout le fait de se dépasser, de se voir progresser dans l'un, te voir progresser dans l'autre, parce que tu apprends plein de trucs en fait. Et c'est ça que je vous invite à faire, c'est si vous voulez faire un autre sport à côté de la calisthénie, faites, lancez-vous. Évidemment que plus vous ferez de sport, moins ça sera possible de devenir excellent dans tous les sports. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai plus en tête de devenir athlète professionnel. Avant, j'aurais bien aimé, mais maintenant, je sais que pour devenir athlète professionnel, ça demande des sacrifices que j'ai pas forcément envie de faire. D'accord? J'ai envie de devenir très très fort. Je vous parlerai de mon why plus tard, mais vraiment j'ai envie de devenir très très fort. J'ai envie de devenir le boss ultime, quoi, mais pas en athlète pro, parce que j'ai pas envie de donner j'ai pas envie d'investir autant de temps que ça demande et de faire les sacrifices que ça demande. Du coup, je fais de la course à pied à côté. Et je kiffe trop. C'est trop trop bien. Je dis pas que c'est facile de sortir le matin, après l'après-midi, se dire qu'on a notre séance, c'est pas évident. Et encore, bon, moi c'est une chance, hein.
C'est une chance de pouvoir s'entraîner 2 fois par jour. Il y en a qui n'ont pas cette chance parce qu'ils travaillent, ils vont à l'usine ou autre, ils sont en intérim et tout. Ça peut être compliqué, je comprends tout à fait. Mais moi, j'ai cette chance-là, j'en profite et c'est trop kiffant. Voilà. Donc, j'avais noté un athlète complet progresse plus vite qu'un pratiquant monosport. Voilà. Parce que si on s'enferme trop, on peut vite, surtout si on stagne en plus, si vous progressez encore, c'est ok. Mais si vous stagnez, ça peut vite devenir compliqué. 6e point, point très très important pour moi, peut-être pas pour tout le monde, et je le comprends en vrai. C'est un point qui est débattable, je ne sais pas si ça se dit, mais moi, je viserais la longévité et pas la performance rapide. Alors ça, c'est peut-être une phrase de loser. Certains diraient, oui, bah, c'est parce que tu stagnes, du coup, tu te mens à toi-même, tu te dis, ouais, mais je vise la longévité. Alors non, stagner et viser la longévité, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir même. Oui, quand je vois des jeunes de 15, 16, 17 ans progresser à un niveau de fou, ils ont commencé il y a un an et ils m'ont mis déjà une vitesse. C'est pas que ça me fait chier parce que j'ai arrêté de me comparer, mais je me dis, putain, j'aimerais bien. C'est de la jalousie, mais de la jalousie positive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre en mode, putain, il peut pas être nul lui, pourquoi il est meilleur que moi? Est-ce qu'il mérite plus? Non, c'est inspirant. Je me dis, putain, j'aurais bien aimé quand même. Mais, en fait, je me dis, est-ce que vraiment j'aurais voulu progresser en un an? Et après, je vois certains qui se blessent, ils se déchirent le biceps, ils se blessent au poignet, ils se blessent aux épaules, ils peuvent plus pratiquer pendant des mois et des mois. Moi, certes, oui, j'ai stagné, même si en vérité, j'ai quand même un peu progressé, mais je me suis jamais blessé. Peut-être parce que justement, j'y suis allé trop doucement. C'est pour ça que je dis que c'est débattable. Mais moi, mon but avec le sport, c'est pas d'être performant à 100%, mais c'est surtout d'être en bonne santé. C'est vraiment la raison première de pourquoi je fais du sport maintenant, c'est être en bonne santé. Pour moi, la santé, il n'y a rien de plus important que ça. Si tu n'es pas en bonne santé, et je ne parle pas d'avoir un rhume, je parle vraiment de mauvaise santé, vous voyez laquelle, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous êtes potentiellement handicapé, vous avez du diabète ou un cancer ou j'en sais rien, bref, des trucs pas rigolos du tout. Bah, si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas profiter de la vie à pleines dents. Vous pouvez pas faire autant d'argent que vous voulez. Vous pouvez pas autant profiter de vos proches que vous voulez. Vous pouvez pas faire autant de sport que vous voulez. Bref, vous comprenez, pour moi, la santé, c'est vraiment le nerf de la guerre, entre guillemets. Et c'est ce que je vise. C'est pour ça que j'essaye maintenant de faire de plus en plus attention à ce que je mange. J'essaye de faire de plus en plus attention à mon sommeil. Lors du sport, c'est pas que je fais attention, mais c'est que je vise, comme je le dis, la longévité. Et je suis OK avec ça maintenant, de progresser lentement, entre guillemets, même si c'est pas lentement au final, mais vous voyez ce que je veux dire, OK? 7e point, et là, vous allez me dire, oui, bon, bah, on sait tous pourquoi il dit ça, c'est je me ferai accompagner beaucoup plus tôt. Et oui, je le dis parce que je suis coach, les gars, prenez un coach, vous ne pourrez jamais progresser si vous êtes tout seul. Vous le voyez bien, vous stagnez depuis des semaines, mais prenez un coach, sans ça, vous ne progressez jamais. Évidemment que c'est totalement faux, d'accord? C'est totalement possible de progresser sans coach, c'est totalement possible de progresser en s'entraînant tout seul dans sa chambre, en jamais voyant personne. Mais moi, pour mon cas personnel, j'aurais dû prendre un coach depuis le début parce que j'ai tellement fait d'erreurs qui m'ont fait stagner et je suis persuadé que si j'avais pris un coach, un bon coach, j'aurais pu avoir un niveau de dingue. Malheureusement, on ne pourra jamais le savoir et c'est OK. Moi, vraiment, ça me va. Je ne suis pas déçu, je m'en veux pas. Bref, c'est des erreurs. On fait tous des erreurs dans la vie et c'est avec ça qu'on avance et c'est avec ça qu'on apprend et qu'on peut apprendre aux autres. Mais je remarque en fait quand je prends du recul sur ma pratique, quand j'ai commencé, je me suis dit putain mais je faisais vraiment n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi, pourquoi? Parce que j'écoutais un peu les conseils à droite à gauche que je pouvais voir sur Instagram, tout simplement Instagram, YouTube, et du coup je faisais un peu de la merde. Et c'est vrai que si j'avais pu me faire accompagner, bah je l'aurais fait. Surtout que moi j'ai jamais été fâché avec le fait de dépenser, c'est même pas dépenser de l'argent, mais investir mon argent dans des accompagnements, dans des formations, dans des programmes. Je l'ai toujours fait. Pour pas vous mentir, alors je vais calculer rapidement. En vrai, je vais pas vous mentir, mais pour ma progression en street, j'ai dépensé. Je me suis fait accompagner par 3 coachs différents. Là, en gros, mon coach actuel, c'est le 3e. Donc, vous imaginez bien, du coup, la somme. Ça commence à faire une petite somme. Mais c'est parce que, déjà, j'aime bien apprendre de chacun. Et surtout, pour moi, étant coach moi-même, je me rends compte de l'importance que c'est d'avoir un coach.
Et c'est pas parce que moi je suis coach que je peux pas me faire coacher. Un coach, ça va au-delà de simple faire un programme. Un coach, oui, il sait faire un programme, mais pour moi, c'est pas ça un coach. Pour moi, un coach, c'est tout le suivi qu'il va faire derrière, le suivi même un peu mental, le suivi de tout en fait. De tout. C'est là l'utilité d'un coach. Et le coach, il peut t'éviter une stagnation. Il va pas te l'éviter en te faisant un programme. Parce qu'en vérité, tu peux progresser avec n'importe quel programme. À condition qu'il respecte la spécificité des figures, qu'il soit cohérent et qu'il soit pas trop lourd, pas trop intense. Enfin, quand je dis pas trop intense, c'est en gros pas qu'il te crame nerveusement sur ta semaine et qu'après tu sois mort pendant des mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça pour moi l'importance d'un coach et j'aurais bien aimé en avoir un. Surtout que quand j'ai commencé, j'étais énormément frustré parce que je voulais tout de suite. J'étais très impatient et je pense qu'avoir un coach m'aurait beaucoup aidé et m'aurait beaucoup appris. Voilà. Point numéro 8, on arrive bientôt à la fin. Je m'entraînerai au lieu de juste faire du sport. Alors là, cette phrase, vous allez vous dire, ouais, c'est exactement pareil, Damien, t'es un peu con, je crois. Non, celle-là, elle est vraiment hyper importante. Je m'entraînerai au lieu de juste faire du sport. Pour moi, il y a une différence entre faire du sport et s'entraîner. Faire du sport, pour moi, c'est, ok, tu vas te dépenser un petit peu, tu vas te défouler, ça va te faire du bien, tu fais ton sport, tu bouges un peu. S'entraîner, non, c'est tu t'entraînes pour un but bien précis. Tu t'entraînes, tu te renforces, tu deviens plus fort. Tu t'entraînes, tout simplement. Ça fait 6 fois que je le répète, mais tu t'entraînes. Et moi, malheureusement, c'est que ces derniers mois, j'étais plus en mode je fais mon sport, je fais ma séance. Je coche la petite case sur mon calendrier pour dire ok, j'ai fait ma séance, j'ai fait mon sport. Est-ce que je me suis réellement entraîné pendant cette séance? Pas sûr. Parce que je ne me suis pas donné à fond. J'ai pas appliqué la surcharge progressive parce que j'ai fait exactement la même séance que la dernière fois. Et c'est là que je vous dis que c'est pas parce que je suis coach que ça m'arrive pas de faire des erreurs. Et des fois, je les fais inconsciemment. Et c'est là l'importance d'un coach. C'est qu'un bon coach va vous dire, écoute, là, tu as fait de la merde. Tu as fait 3 semaines, tu fais la même séance. Tu te donnes pas à fond. Et le coach va prendre des mesures, tout simplement. Donc, en gros, le point 8, il rejoint un peu le point 7. Mais moi, du coup, j'essaierai vraiment de comprendre et d'appliquer le fait de s'entraîner plutôt que de juste faire sa séance. Et on en revient aussi au podcast de la semaine dernière où je parlais de discipline vs motivation. C'est pour ça que je dis c'est bien d'être discipliné parce que du coup tu coches la case à chaque fois. Mais si tu n'as pas de motivation, si tu n'as pas ce truc qui te pousse à en vouloir plus, bah oui tu seras discipliné, tu feras ta séance, mais est-ce que tu progresseras? Pas sûr. Pas sûr. Point numéro 9. Je ne chercherai pas une clean form si j'ai pas la force. Alors ça, oh là là, je suis tombé dedans. Maintenant, ça va. Maintenant, on en parle beaucoup moins sur les réseaux. Ça a été pas mal cassé et du coup, ça fait du bien. Mais c'est vrai que moi, je faisais partie de ceux qui voulaient absolument faire de la clean form. Et dès que c'était un peu bas de forme, bah, j'arrêtais le travail. Je ne travaillais pas, je ne tenais plus la figure ou j'arrêtais tout simplement. Et du coup, bah, je perdais énormément de temps sous tension. Et du coup, bah, j'ai énormément stagné. Enfin, c'est pas que j'ai stagné, mais j'ai perdu énormément de temps finalement. Parce que la clean form, entre guillemets, alors comment le dire? En gros, la forme parfaite, la clean form, elle arrive quand ton corps a la force pour la tenir. Si tu n'as pas la force pour tenir déjà la figure en mode bas de forme, mais comment tu vas avoir la force pour la tenir en mode clean? La bas de forme,